Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue sur cette première mini-série de la Guilde, dont le sujet est construire et animer une communauté de pratique, notamment dans la QA. Je suis sûr que certains d'entre vous ont essayé ou souhaitent le faire et j'espère que cette mini-série vous y aidera. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Nabil Boulirouz, qui est guild leader chez Kiabi, mais aussi coach test et directeur conseil chez CGI. Lors de la dernière JFTL, tu nous as présenté comment mettre en place une communauté de pratique. Et donc forcément, quand on lance un podcast dont le nom est la Guilde, c'était évident que j'allais t'inviter, Nabil, pour parler de ce thème et de le développer là-dessus. Donc aujourd'hui, pour ce premier épisode de la série, on va parler de communauté de pratique, de ce que c'est. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu es l'expert du sujet, Nabil? Merci Jean-François pour l'invitation. Et en fait, pour définir une communauté de pratique, moi j'aime bien dire que c'est une communauté de personnes qui s'animent autour d'une thématique commune. Donc c'est quelque chose pour lequel ils ont de l'intérêt et ou qui fait partie de leur métier. Si on parle de la communauté de pratique autour de la QA, c'est généralement donc des testeurs, des QA, qui vont se réunir pour partager autour de cette thématique commune. Généralement, on va plutôt se focaliser sur les compétences. Donc, généralement, on va pas adresser des projets dans une communauté de pratique, mais on va plutôt rester sur la partie compétences et aussi faire monter en compétence en fait les personnes qui participent à cette communauté. D'accord. Et c'est quoi les avantages de participer à une communauté de pratique comme celle-là? Déjà, pour les personnes, mais aussi pour une entreprise. Alors, l'importance pour en fait pour l'entreprise, c'est de bâtir et de promouvoir et pérenniser la culture de la qualité. Ouais. Pour les personnes qui participent, donc les QA qui participent, ce qui est important pour eux, c'est pouvoir échanger. Déjà dans notre métier, nous, tu sais très bien, souvent on est seul dans l'équipe et donc déjà ça, ça fait que, des fois on se retrouve tout seul et en fait avec l'organisation qui est de plus en plus, en fait ce qu'on trouve dans la plupart des entreprises aujourd'hui, c'est l'organisation produit. Tu retrouves un QA qui est tout seul, entouré de développeurs, de PO et d'autres profils. Donc quand il est coincé, il doit chercher. Et, euh, et malheureusement, des fois, on va réinventer la roue. Ou le risque aussi, c'est d'avoir plusieurs pratiques différentes, vraiment disparates, dans la même entreprise, ce qui fait perdre du temps. Donc la communauté de pratique est vraiment là pour éviter ça. Et ça veut dire que quand je suis coincé, je sais à qui pouvoir m'adresser, poser des questions. Je sais aussi, je vais monter en compétences parce que je vais me former avec d'autres personnes. Parce que tu vois, quand on est au mode centre de service, on peut reprocher au modèle centre de service beaucoup de choses. En revanche, s'il faut garder une seule chose pour moi, c'est cette entraide. Quand on est entouré de testeurs, t'es bloqué, tu tournes ton fauteuil, tu te dis, comment t'as fait sur ça? J'ai eu le cas la semaine dernière. Il va te donner un tuyau, donc on réinvente pas la roue. Et malheureusement, quand on est en mode produit, on peut perdre cet avantage-là. Et en fait, tout l'enjeu, je pense, pour une communauté de pratique, c'est homogénéiser les pratiques et surtout l'entraide entre les tests. Ouais, c'est vrai que nous, dans le métier du test, de plus en plus, on voit des équipes produits où il y a un QA. Oui, c'est ça. Et donc, c'est vrai que des fois, ils sont juniors, même des fois, ils sont un peu plus expérimentés, mais ils arrivent sur un nouvel outil, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle méthodologie de travail. Et c'est vrai que plutôt que d'être face au mur de la compétence et de chercher tout seul dans Google,
C'est vrai que s'il y a déjà d'autres projets qui ont travaillé dessus, avec lesquels on peut échanger, qui disent qu'ils ont réussi, mais aussi leurs échecs. Moi, je trouve que Oui. j'aime bien dans les communautés, c'est aussi des gens qui nous disent, on a essayé ça, ça n'a pas marché pour telle et telle raison. Donc Ouais. on a pivoté, on a fait comme ça. Et peut-être qu'il y a un autre projet qui avait fait comme ça et qui a réussi. Comprendre pourquoi dans un contexte ça a fonctionné et pas dans l'autre, c'est hyper bénéfique. Parce que avec les mêmes outils et en même projet agile, l'équipe qu'on a autour de nous, les devs, les QA, les DevOps, il n'y a pas les mêmes compétences, il n'y a pas les mêmes attentes. Et donc forcément, la solution, elle est jamais copier-coller. Jamais. Non. Et donc Ouais, c'est vrai que ça, c'est intéressant quand même à voir là-dessus. Et, c'est plutôt cool comme partage dessus. Et est-ce que tu vois quand même des demandes plus fortes sur certaines méthodes ou certains outils euh, vraiment dans les communautés de pratique, que ça soit l'entreprise qui demande ou de la part des collègues qui disent bah ouais, X-Ray, je sais pas, Catalon, Robo Framework, Cypress, tu vois des trucs qui sortent de plus souvent du chapeau ou ça dépend, ça peut être très très diversifié. En fait, ça peut être diversifié, mais en revanche, tu bien raison, il y a des sujets qui reviennent assez souvent. En fait, je pense qu'un des sujets qui revient assez souvent, comment implémenter, parce qu'on parle souvent du testing agile, du coup, comment l'implémenter dans les faits, sur le terrain. Donc des fois, les équipes, quand ils veulent mettre ça en place, ils veulent bien avoir des retours d'expérience, en fait, voir les équipes à côté, comment ils ont fait, aussi s'entraider peut-être avec par des testeurs qui sont un peu plus expérimentés, qui ont déjà dû faire ça. Il y a toute la partie outillage. Je pense que l'outil qui revient le plus souvent, t'as X-Ray, sur tout ce qui est test manuel, et il y a aussi Postman et Cypress. Cypress sur l'automatisation, même si Playwright, je pense dernièrement, il monte beaucoup en puissance, donc ça c'est aussi c'est un sujet qui arrive assez souvent. Et je pense il y a les tests de perf. En fait, on en parle de plus en plus aussi dans les communautés de pratique. Je pense que souvent on était pas mal accompagné aussi avec les architectes d'entreprise, avec les tech leads et tout. Et aujourd'hui, de plus en plus, on demande aux QA d'être autonomes sur ce sujet de test de perf. Et du coup, on est en train de prendre cette compétence, je pense, au sein des communautés de pratique QA. C'est bien. Ça a longtemps été le parent pauvre. Pour Oui, l'anecdote, moi j'en ai fait pendant 10 ans. Donc j'étais dans une équipe spécialisée là-dedans. C'est vrai que ça a toujours été une hyper spécialisation dans les tests non fonctionnels. Et c'est vrai que de plus en plus, si on veut aller vite en production, il faut évaluer les performances au plus tôt. Et c'est vrai qu'il y a deux écoles dans les entreprises. Soit c'est les QA qui portent le sujet, soit c'est les devs. Ça dépend des ça, organisations. Mais malgré ça, enfin, il y a toujours quand même une équipe qui va faire des gros stress tests à un moment donné pour gérer le c'est ça, truc, mais ce qu'ils veulent, c'est que les trucs évidents soient vus au plus tôt pour éviter c'est de ça. perdre trop de temps et prendre trop de risques. Et c'est pas évident, mais Ouais, c'est de faire du shift left sur les tests de perf aussi, et on a quasiment l'impression que ça doit devenir un test comme les autres, en fait, un truc qu'on mais ouais, fait au fil de l'eau. C'est pas si évident que ça d'implémenter, en fait, dans toutes c'est les... pas qu'un script qui tourne et qui fait OK au Non, KO. non, non. Il y a d'autres choses. Un Voilà, vrai métier. ouais. Ouais. Et donc, ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que ça oblige à l'inclure dans la stratégie. Oui, Je sais pas si c'est un thème que tu vois souvent, c'est de dire, bah, je dois challenger ou je dois mettre en place une stratégie de test avec du test fonctionnel, de l'automatisation, des tests non fonctionnels. Et est-ce que ça aussi c'est un thème que t'as vu un peu plus émerger ou mm, c'est euh, ponctuel? En fait, non, non, en fait, au tout début, c'était pas forcément un sujet qu'on traitait directement dans la communauté de test. Aujourd'hui, en fait, avec toute l'expérience qu'on a accumulée, ça serait dommage, en fait, quand tu as une nouvelle équipe qui va naître, quand tu es en train de construire une équipe, de pas s'appuyer sur tout ce que connaît la communauté de pratique et toute la capitalisation qui est déjà faite et de repartir de zéro. Et du coup, aujourd'hui,
que ça soit par exemple sur les recrutements, sur quel bon profil il me faut. En fait, est-ce que c'est plutôt quelqu'un de fonctionnel? Est-ce que c'est quelqu'un d'expérimenté ou un junior, ça va suffire sur mon nouveau produit? On a pas mal d'équipes qui sont en train d'être montées, qui s'adressent à la communauté de pratique pour poser ces questions-là. Et on les accompagne aussi sur la stratégie de test. La stratégie de test, tu l'as très bien dit, on peut pas faire du copier-coller. Il faut forcément contextualiser, mais tu as quand même une base, parce que si tu es dans la même entreprise, il y a beaucoup de choses qui vont se ressembler, et du coup, ne pas refaire tout à zéro, adapter, mais partir d'une base qui est déjà existante. Donc ça, c'est super intéressant. Je veux relever un truc que tu as dit, c'est, ouais, la communauté, c'est on échange, mais aussi on documente. Et ça, c'est le but, c'est de mettre l'expérience et le jus de cerveau des gens dans des documents pour qu'ils puissent se caler et avoir un process, une façon de faire avec un certain socle. Je dirais pas qu'il sera 100% commun parce que c'est compliqué, mais il y a un socle. Il y a des choses qu'on ne va pas oublier dans la stratégie de test. Il faut forcément qu'il y ait ça, ça, ça. Et après, il y a une certaine latitude. Voilà, si on fait que des API, si on fait du front ou on fait du Kafka, ça va pas être la même stratégie globalement. Mais c'est super intéressant ce que tu dis et moi ce qui m'intéresse de voir et qu'on va discuter au prochain épisode, c'est comment tu as réussi à créer une communauté de pratique avec ton expérience. Okay. Merci Jean-François. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.